Pour beaucoup de gens qui écoutent en ce moment, peut-être même certains amis de notre chaîne, la Russie ne fera pas ça. Ils disent ce genre de choses depuis le début de la guerre. Et je parle vraiment de la toute première année, des premiers mois. Ils ont agité la menace nucléaire. Ils ont proféré toutes sortes de menaces. Ils disaient qu'ils feraient ceci ou cela. Et au final, ils n'ont jamais rien fait. Apparemment, les chars, c'était une ligne rouge. On a envoyé des chars, l'artillerie à longue portée, encore une ligne rouge, on l'a envoyé aussi. Rien ne s'est passé. Les F-16, les attaques MS, les Storm Shadow, toutes ces armes, tout le monde disait, si vous envoyez ça, la Russie va riposter. On a tout envoyé. Et il ne s'est rien passé. Alors, on utilise le ciblage basé sur nos renseignements. On s'entraîne là-bas. Et la Russie n'a jamais rien fait, parce qu'elle ne fera jamais rien, parce qu'elle ne peut pas le faire, et parce qu'ils sont intelligents. Ils ne sont pas stupides. Ils savent que s'ils font ça, s'ils attaquent quoi que ce soit en Europe de l'Ouest maintenant, alors c'est fini, l'article 5 s'applique, et la Russie va se faire écraser. Ou bien ça pourrait devenir nucléaire. Et là, tout le monde perdrait. Ils ne sont pas idiots, donc ils ne vont pas faire ça non plus. C'est le consensus général de presque toutes les personnes à qui j'ai parlé. Et de notre vivant, je ne pense pas qu'il reste beaucoup de gens, s'il en reste, qui aient connu la dernière fois qu'une arme nucléaire a été utilisée, en août 1945, au Japon. Pour cette génération-là, l'attention était vraiment concentrée sur la simple possibilité d'une arme nucléaire. Il y avait une grande peur, une peur saine d'ailleurs, et donc les gens ne voulaient pas aller trop loin dans cette direction. On a eu, bien sûr, la crise des missiles de Cuba, et à cause de la prise de conscience de ce qui s'était passé seulement quelques années plus tôt à Nagasaki et à Hiroshima, c'est en partie pour ça que Khrouchtchev et Kennedy ont décidé de redescendre l'échelle de l'escalade. Ils en comprenaient les conséquences. Tous les deux avaient combattu pendant la guerre, donc ils savaient ce que cela signifiait. C'est aussi pour cette raison qu'ils ont pu gérer cette situation et qu'on a pu en sortir. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président Eisenhower, quand les Soviétiques ont envoyé des chars en Hongrie en 1956, puis en Tchécoslovaquie, je crois que c'était en 68, eh bien, à l'époque, on n'est pas intervenu pour les aider, comme on l'a fait aujourd'hui avec l'Ukraine quand la guerre a éclaté. Parce qu'il avait dit « Je ne vais pas risquer une guerre nucléaire avec l'Union soviétique pour un seul pays ». Il avait compris le risque d'escalade et il n'était pas prêt à mettre en danger votre sécurité et la mienne, enfin, celle de ceux qui vivaient à cette époque, parce qu'il savait à quel point une arme nucléaire serait catastrophique, à quel point ce serait dévastateur. Et ça, on l'a oublié. Ces générations-là ont disparu. Aujourd'hui, on n'y pense même plus. On se dit juste que c'est encore une menace de plus, qu'ils ne feront jamais ça, parce qu'ils savent qu'on possède toutes ces armes nucléaires et qu'on riposterait. Et cette certitude, on pense qu'elle les empêchera d'agir. Mais maintenant, en Russie, certains commencent à raisonner autrement. Ils disent « Vous savez quoi? Vous n'êtes pas les seuls à pouvoir emprunter cette voie. » Et si vous pensez qu'on ne le ferait jamais, vous risquez d'être surpris, parce qu'on pourrait bien le faire. Parce que ce qu'ils voient, c'est que leur pays a été attaqué, à la fois par la technologie, par un soutien matériel, et apparemment, tout récemment, par un appui aérien venu de l'Ouest, contre leur propre pays. Et laissez-moi vous poser une question. D'abord, soyez honnête avec vous-même. Si votre pays, que vous soyez en Grande-Bretagne, en France ou ici, aux États-Unis, si la Chine ou la Russie, à travers un autre pays, disons Cuba, le Canada, le Mexique, quelque chose comme ça, un pays voisin, si la situation se dégrade et qu'on finit par se battre contre ce pays-là, que feriez-vous? Et ensuite,
eux, à travers ce pays, frappent des cibles qui touchent maintenant des usines américaines, des raffineries de pétrole, des dépôts de stockage, des réseaux électriques, et j'en passe. Et on sait que ça vient d'eux. Cette technologie ne peut venir que d'eux. Le Mexique ou Cuba, ils n'ont pas cette capacité. Ça ne peut venir que d'eux. Et on sait que c'est le cas. Alors quoi? On va dire, bon, eh bien, on ne peut rien faire. On n'est pas directement en guerre avec la Chine ou la Russie, donc on ne peut rien faire? Je ne sais pas. On va frapper le Mexique juste pour faire quelque chose? Vous savez bien que c'est pas comme ça que ça se passerait. On serait furieux et on exigerait que ces pays en payent le prix. Eh bien, c'est ce qui se passe en Russie. Les gens sont en colère contre leur gouvernement parce qu'il n'a rien fait et qu'il nous a laissé carte blanche pour faire tout ce qu'on voulait en Russie. Et maintenant, ils disent que cette époque doit prendre fin. C'est encore plus problématique à cause de l'équilibre des forces entre les deux camps. Je parle souvent de tableaux comparatifs, des tableaux entre les États-Unis et l'Iran, où nous, on est tout en haut et eux, tout en bas. Mais malgré ça, à cause de la géographie et d'autres facteurs, la situation reste compliquée. Alors, regardons ce tableau de plus près, parce qu'il a changé par rapport à ce qu'il était avant 2022, avant 2023, et même avant 2025 et 2026. Parce que maintenant, tout l'Occident, on se vante depuis des années, depuis l'administration Biden, d'avoir réuni une cinquantaine de pays, surtout d'Europe de l'Ouest, et d'avoir fourni des dizaines de milliers de véhicules de combat, des millions d'obus, des centaines de millions de munitions de toutes sortes, des dizaines de milliers, peut-être même plus, de missiles, des missiles intercepteurs, offensifs, des missiles de croisière à longue portée, toutes sortes d'armes. Et tout ça, on l'a donné à l'Ukraine, et ça a été consommé, brûlé sur le champ de bataille. Notre capacité industrielle, elle, n'est pas celle d'un pays en guerre. On n'a pas une économie de guerre. On a un peu augmenté la production, oui, mais à la marge, pas beaucoup. Résultat, nos stocks de missiles sortants sont énormes, parce qu'on est dans une situation de guerre par procuration, mais on ne les remplace pas. Nos stocks continuent de se vider. Alors, en octobre 2023, les États-Unis, en particulier, ont envoyé tout un lot de ces mêmes catégories de missiles à Israël. Ensuite, en 2024 et 2025, on a commencé à agir contre les Houthis, en utilisant encore plus de missiles. Et puis, en 2025, avec l'opération Midnight Hammer, on en a perdu encore un paquet. On en a aussi donné beaucoup à Israël pour ses frappes contre l'Iran, à la fois des intercepteurs et des missiles offensifs. Ils étaient complètement à court. Et puis, bien sûr, il y a cette guerre actuelle. On a déjà subi une énorme ponction rien que pendant les 40 premiers jours, et on envisage d'en commencer une autre. De l'autre côté, du côté russe, c'est différent. Ils sont sur un véritable pied de guerre, économiquement parlant. Ils ont pratiquement mobilisé toute leur économie pour l'effort militaire. Leur base industrielle de défense a donc tourné à plein régime, plusieurs fois plus qu'avant. D'après certaines estimations que j'ai lues, et selon des experts avec qui j'ai parlé, ils pourraient même en faire davantage. Ils n'ont pas procédé à une mobilisation totale. C'est pour ça qu'ils appellent ça une opération militaire spéciale et non une guerre, parce que ce mot impliquerait un autre niveau de transformation industrielle. Mais même sans aller jusque-là, ce qu'ils ont fait est déjà considérable. C'est plusieurs fois plus qu'avant. Et maintenant, depuis environ 18 mois, ils accumulent des stocks dans toutes les catégories d'armes que nous avons épuisées. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que c'est si dangereux. C'est impensable, parce que ça remet en cause tous les repères qu'on a connus depuis notre naissance. Mais quand on regarde l'équilibre des forces, on a vidé nos stocks, alors que la Russie, elle, a renforcé les siens.
notamment en missiles, comme on l'a vu des deux côtés. Franchement, il suffit de revenir à la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, à Israël et ses conflits contre le Hamas, le Hezbollah, au Yémen, en Syrie et partout ailleurs où ils se battent. Et maintenant, à notre propre confrontation avec l'Iran. Toutes les capacités clés en matière de drones, les systèmes offensifs et défensifs de missiles les plus importants, on a épuisé nos ressources. On essaye bien de relancer la production de certains drones, mais c'est marginal comparé à ce que fait la Russie, qui est à un tout autre niveau. C'est ça qu'il faut comprendre. Les calculs ne sont plus les mêmes qu'avant, à cause de nos décisions insensées et de toutes ces guerres inutiles qu'on n'aurait jamais dû mener. Alors, la Russie se trouve dans une situation où, en théorie, et je précise tout de suite que je n'ai absolument aucune information sur ce qui se passe réellement au Kremlin. Aucune. Je ne fais qu'interpréter les signes comme vous ou lire les déclarations publiques. Mais ce que je peux faire, c'est compter. Et ce que je constate, c'est que pendant que nos capacités défensives et offensives se sont affaiblies par rapport à ce qu'elles étaient auparavant, notre capacité industrielle reste à un niveau de temps de paix. Il nous faudrait des années pour atteindre un rythme de production de temps de guerre. Les Russes, eux, y sont déjà. Et avec ces énormes réserves dans toutes les catégories offensives et défensives qui comptent, ils disposent, d'après la plupart des estimations, de stocks considérables. Alors, si depuis cette position-là, ils savent faire le calcul, ils peuvent se dire, on peut lancer ici des missiles conventionnels, et il n'y a pratiquement rien que vous puissiez faire pour en arrêter un seul, qu'il s'agisse d'hypersonique ou d'Iskander. On frappera tout ce qu'on veut, et vous avez, en gros, aucune défense aérienne capable de l'empêcher. Et si vous répondez, comment osez-vous faire ça? C'est l'article 5. On va maintenant entrer en guerre contre vous, les 32 pays de l'OTAN contre la Russie seule. Il faut bien comprendre une chose, je me moque du nombre de pays. Ce n'est pas ça qui compte. La seule chose qui compte, c'est votre capacité de production. Combien vous pouvez faire, combien vous pouvez produire, combien vous avez prêt à défendre et combien vous avez prêt à lancer à l'offensive. C'est comme ça. Le camp russe, c'est comme ça. C'est la réalité. On peut voir que la Russie, d'une manière qu'on n'a jamais connue de notre vivant, pourrait aujourd'hui se sentir en position de prendre un risque, en se disant, eh bien, si vous ne nous écoutez pas, si vous ne cessez pas votre soutien à la guerre en Ukraine et que vous ne la faites pas cesser tout de suite, alors on peut monter d'un cran et on peut vous dépasser. Mais bien sûr, si ça devient nucléaire, si on en arrive à la destruction mutuelle assurée, alors tout le reste n'a plus aucune importance. Peu importe qu'on ait rien et qu'ils aient tout. Si les deux camps ont l'arme nucléaire et qu'on en vient à utiliser des armes nucléaires tactiques, c'est fini pour tout le monde. Tout le monde perd. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on s'est rassuré en se disant que, à cause de ça, la Russie ne ferait jamais le premier pas. Parce qu'ils savent que le cinquième, c'est la destruction mutuelle assurée, et qu'ils ne sont pas suicidaires. Ils ne vont pas faire ça. Mais, et s'ils raisonnaient autrement? Et s'ils se disaient, je pense que tu sais compter, et comme tu sais que le cinquième pas, c'est la destruction mutuelle, tu ne feras jamais le deuxième. Ce serait une décision radicale, et j'espère qu'ils ne la prendront pas. Parce que je crains les hommes faibles et insensés, terrifiés, mais avec un bouton nucléaire à portée de main. Ils pourraient agir de façon irrationnelle, sans faire ce calcul. J'espère vraiment que la Russie ne nous mettra pas dans une telle situation. I hope Russia doesn't put us into that situation. But unfortunately, our foolish actions up to this point have made this a plausible scenario. Because they may say, I'm tired of you hitting it, and you're accelerating. It's not even continuing on. It's accelerating.
because Ukraine has had more success striking further and deeper and more accurately into the Russian hinterland. And, now they're using the airspace, allegedly, of NATO countries on top of the technology and the intelligence and targeting support, which everybody knows that we're providing. So now then, because we keep doing that and thinking that, well, because of that, because of the mutually assured destruction, Russia would never do anything. So we're free to do everything. They didn't respond to any of these others. You see what I'm Ils n'ont répondu à aucun des autres points. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est un peu bercé d'illusions en pensant qu'on détenait toutes les cartes de l'escalade et que du coup, la Russie ne ferait jamais rien, qu'on pouvait agir librement dans leur arrière-cour, faire exploser des choses et se moquer d'eux. Mais si de leur côté, les Russes disaient « On ne joue plus à ce jeu-là. Maintenant, c'est à vous de commencer à transpirer. » C'est possible. Je le répète, je n'ai aucune information confidentielle. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais je suis suffisamment inquiet, vu les types d'armes en jeu, le manque de stock de notre côté et les quantités énormes de l'autre, pour dire que c'est un sujet auquel il faut vraiment prêter attention. Il faut tout comme on doit se retirer de cette guerre en Iran, on doit aussi mettre fin à celle entre la Russie et l'Ukraine, pour écarter ces scénarios de la table. Parce que si la Russie prenait cette décision, on pourrait se retrouver face à une frappe nucléaire, d'un côté ou de l'autre. Et que Dieu nous vienne en aide si des hommes faibles et insensés, ou arrogants, même du côté russe, sont ceux qui décident pour nous tous. Il faut espérer qu'on n'en arrive pas là. Émission un peu lourde aujourd'hui, les amis, mais il faut qu'on reste libre, sans peur et sans compromis, pour vous dire la vérité. Et voilà les faits tels qu'ils sont. Et voilà ce que certaines personnes disent. Et voici quelques éléments essentiels que vous devez connaître à leur sujet. Je ne veux pas que qui que ce soit surpris ou pris de court par tout ça. Alors, si vous connaissez quelqu'un dans votre pays, peu importe d'où vous regardez, parlez à vos responsables politiques, parlez à vos dirigeants et dites-leur qu'il est temps d'arrêter d'agir bêtement et de retirer ces guerres de la table, pour qu'on puisse revenir à une vie à peu près normale, sans craindre une escalade nucléaire. Merci beaucoup à vous tous. On vous est vraiment reconnaissant. Je vais voyager pendant environ une semaine, donc on aura un peu moins d'émissions, Gary. On fera probablement quelques épisodes de son côté. Mais s'il se passe quelque chose, je trouverai bien un moyen d'apparaître à la caméra. Je serai présent sur certains, c'est sûr. Je ne vais pas prendre la semaine de congé, mais il y en aura peut-être un peu moins que d'habitude. Je voulais juste vous prévenir. Et bien sûr, on se retrouvera dès qu'il y aura des infos importantes dans le Daniel Davis Deep Dive. N'oubliez pas d'en parler à vos amis, surtout ceux qui aiment écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils ont besoin de savoir ce que vous savez, et ils peuvent l'écouter là où ils écoutent déjà leur podcast. Il suffit de leur en parler.